Si nous regardions la carte de l'Empire romain en avril 562e avant Jésus-Christ, peu après que le royaume ostrogothique ait été définitivement vaincu et que tous les bastions barbares restants en Italie aient été soumis, nous aurions l'impression que Justinien avait réussi à restaurer une grande partie de l'ancien empire romain. Il semblerait que la gloire de Rome ait presque été restaurée et que la Méditerranée puisse à nouveau être appelée Mare Nostrum. Mais nous verrons au cours de cette vidéo que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, et la guerre qui aurait dû restaurer la gloire de Rome a en réalité mis fin à tout ce qui restait de cette gloire. Les cartes peuvent nous tromper. Nous regardons les cartes et les territoires et sommes impressionnés par la taille des empires, des royaumes, des pays. Et il en est ainsi pour toutes les cartes de l'Empire romain, depuis ses débuts jusqu'à sa toute fin. Mais les cartes ne racontent qu'une partie de l'histoire, l'immense territoire qui était contrôlé par l'Empire romain. Cependant, elles ne racontent pas l'histoire de la vie quotidienne dans l'Empire romain à différentes époques et dans différentes régions. Ainsi, lorsque nous regardons l'Empire romain de l'an 562 après Jésus-Christ, nous sommes trompés à croire que tout allait bien à nouveau, que la flamme de Rome brillait de nouveau avec éclat. Mais alors que la guerre vandalique fut une victoire rapide des Romains de l'Est et que ce royaume tomba sans dommage pour la population locale, la guerre gothique fut malheureusement un désastre gigantesque pour les habitants de la péninsule italienne. Au cours des plus de 25 années de guerre constante, depuis le débarquement de Bélisaire en Sicile en 535, jusqu'à la défaite des dernières forteresses gothiques, alémaniques et franques, en 562, en ces 27 années, Rome a été capturée et assiégée de nombreuses fois. Capturée par Bélisaire en 536, un long siège en 537 sous Bitige, un long siège et sac en 546 par Totila, reprise de nouveau en 547 par Bélisaire, assiégée de nouveau et capturée en 549 par Totila, et reprise une dernière fois en 551 par Narsès. On peut imaginer l'effet désastreux que cela a eu sur la ville de Rome elle-même et sur la population. Selon différentes estimations, la ville comptait entre 100 et peut-être même jusqu'à 200 000 habitants, juste avant l'éclatement de la guerre gothique en 535. Après 551, ce nombre était probablement aussi bas que 30 000. De nombreuses statues ont été détruites lorsqu'elles ont été jetées sur les Goths lors du premier siège de Bitige. Les murs d'Aurélien ont été détruits par Totila en 546. Ils ont été restaurés dans une certaine mesure par Bélisaire, mais seulement de manière précipitée et certainement pas de manière parfaite. Les monuments de Rome, qui avaient été entretenus par les préfets urbains pendant le règne de Théodoric, ne furent plus maintenus. Il n'y avait plus d'argent pour les projets de restauration de quelque nature que ce soit. Sous Théodoric, le palais sur la colline du Palatin, par exemple, a été réparé grâce aux revenus de la taxe sur le vin. Les preuves archéologiques montrent que de nombreux monuments étaient entretenus jusqu'à l'éclatement de la guerre. Tous les aqueducs et les grands bains fonctionnaient encore en 536, mais les aqueducs ont été coupés lors du siège de 537 par les Goths et n'ont jamais été entièrement réparés par la suite. La plupart des anciens bains magnifiques cesseraient ainsi de fonctionner. Les thermes de Trajan, de Décembre, de Constantin, de Dioclétien, de Caracalla, vides, stériles, désolés. Là où en 536, ils étaient encore pleins de vie, 20 ans plus tard, ce seraient des salles vides où les vignes commenceraient à tout envahir. Et alors que les Ostrogoths avaient paradoxalement pris grand soin de préserver les monuments du mieux qu'ils pouvaient, les nouveaux maîtres, les soi-disant Romains de l'Est, ne seraient, comme il s'est avéré, pas aussi motivés pour restaurer et réparer les anciens monuments. En fait, presque aucune réparation n'est enregistrée à partir de 551, lorsque l'eunuque Narsès
s'est installé dans l'ancien palais sur la colline du Palatin. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur la fascinante époque de la fin de l'Empire romain. Et s'il vous plaît, pensez à soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est vraiment pas généreux envers un sujet aussi niche que celui de la fin de l'Empire romain, et les revenus publicitaires des vidéos sont vraiment très bas. Afin d'être durable à long terme, j'ai malheureusement besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi gêné que je sois de le dire. Je pense que Majorien vous remercierait pour votre soutien à une chaîne portant son nom. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. En fait, seulement 2 ponts ont été attestés comme ayant été réparés sous Nars. Les Romains de l'Est montreraient peu de respect pour leur ville ancestrale d'où leurs prédécesseurs étaient partis pour créer l'Empire romain. Apparemment, même le contraire semblait être le chaos, et en 561, on nous dit que Narsès a pillé des statues de l'ancien temple de Jupiter, Optimus Maximus, qui était resté sans toit, vide, stérile et désolé depuis le sac des Vandales de 455. En dehors de la restauration des 2 ponts mentionnés précédemment, une seule autre réparation avait apparemment été effectuée, à savoir sur les murs auréliens. Mais en ce qui concerne les nouvelles activités de construction, seule la construction de certaines églises a été enregistrée à l'époque où Narsès résidait à Rome, dans les années suivant sa victoire sur les Goths. Mais il semble que Narsès ait été extrêmement dur envers les habitants de Rome et les ait imposés jusqu'à la limite. Il était donc extrêmement impopulaire auprès des derniers habitants de la cité éternelle, et les Romains plus âgés se remémoraient avec nostalgie le règne bienveillant et doux dont ils avaient bénéficié sous le royaume ostrogothique, en comparaison du joug imposé par les nouveaux maîtres de l'Empire romain d'Orient. C'était la première rupture entre l'Ouest et l'Est, et une opportunité qui avait été facilement abandonnée par Narsès. Au lieu d'unifier les anciens peuples de l'Ouest et de l'Est, Narsès, avec sa politique sévère, initierait déjà l'aliénation entre l'Ouest et l'Est, ce qui conduirait plus tard au schisme et à la haine subséquente de l'Ouest envers les dirigeants de Constantinople. Aucun monument, pas un seul temple, colonne ou ancien bâtiment impérial n'est répertorié comme ayant été restauré par les Romains de l'Est. La plupart des anciens sénateurs avaient été capturés ou tués après le sac de la ville par Totila en 546. Même s'il y a eu quelques tentatives pour restaurer cet ancien ordre, il n'a jamais retrouvé son statut d'antan et disparaîtrait complètement d'ici le VIe siècle. Il n'y avait plus de préfet urbain non plus qui puisse organiser la restauration et la réparation de la ville. Les consuls n'étaient plus élus en Occident, le dernier ayant exercé ses fonctions peu de temps avant le déclenchement de la guerre. Il ne reste presque plus d'œuvres littéraires de cette époque. Il n'y avait personne du calibre de Cassiodorus, Boëtius ou Symmachus qui avait écrit dans le style des anciens Romains quelques décennies plus tôt. Maintenant, la population considérablement réduite commencerait lentement à s'installer sur les rives du Tibre, à l'ancien Forum Boarium et au Champ de Mars, tandis que les parties périphériques de la ville avaient été complètement abandonnées. Chaque fois qu'un tremblement de terre frappait la ville, les monuments n'étaient plus réparés, mais les colonnes tombées étaient utilisées comme nouveau matériel de construction. La désolation commençait maintenant à se propager de plus en plus rapidement, et il semble que Justinien n'ait rien fait contre cette désolation grandissante. Il montrait peu d'intérêt à restaurer Rome elle-même à sa gloire passée et ancienne. Ainsi commença la décadence de Rome à s'accélérer de plus en plus. Nous pouvons donc dire que ce sont les guerres gothiques qui ont vraiment causé la chute de la ville de Rome. Toute ressemblance avec l'ancienne gloire impériale qui aurait pu encore être visible par endroits pendant le règne des Ostrogoths disparaîtrait maintenant complètement. Les bâtiments s'effondreraient à gauche et à droite, envahis par les vignes et les plantes.
La nature reconquérait les parties périphériques de la ville. Et lorsque le Tibre subissait une crue, le niveau du sol augmentait en raison des résidus laissés par la rivière en retrait après l'inondation, de sorte que le niveau du sol commençait lentement à s'élever. Et toutes les anciennes institutions, à part le Sénat de la République française, étaient également complètement disparues, l'Église étant la seule institution restante. Mais pas seulement à Rome, mais dans toute l'Italie. Disparues étaient également les lois romaines avancées, ainsi que les bibliothèques et les écoles romaines. Les 27 années de guerre avaient dévasté la Campanie. Les aqueducs coupés inonderaient certaines parties des terres environnantes de Rome, les transformant en marais humides, où les maladies se propageraient rapidement dans l'humidité. Mediolanum avait été rasé par les Burgondes en 539, plus de 10 000 personnes tuées. La ville était vide, stérile et désolée. Ça devait être un site similaire à Rome. Le commerce s'était effondré. Les villes ne pouvaient désormais soutenir qu'une population beaucoup plus petite. Les paysans ont commencé à planter des cultures dans les ruines en décomposition des anciens monuments grandioses de leurs ancêtres, se demandant à quel point les temps anciens devaient être splendides. Tout ce qui restait du vieil empire romain d'Occident fut complètement détruit lors des guerres gothiques. La flamme de Rome, qui était déjà faible mais brûlait encore en 530, était maintenant complètement éteinte. Mais pire encore, l'Empire s'était trop étendu. L'événement de 536 et la peste de 541 ont affaibli l'Empire et tué de nombreuses personnes. Et ainsi, dès 568, seulement 6 incroyablement courtes années après la pacification totale de l'Italie, les Lombards descendraient dans la péninsule. Et cette fois-ci, les Romains n'avaient plus rien pour riposter, car l'éternel ennemi à l'est, les Perses, attendait toujours que l'Empire romain montre des signes de faiblesse. La moitié du territoire de l'Italie a été perdue au profit des Lombards, fracturant la péninsule. Et cette fragmentation de l'Italie était si totale et complète qu'il faudra 1300 ans avant que l'Italie ne soit finalement unifiée à nouveau au XIXe siècle. Quelques décennies après l'invasion lombarde de l'Italie, les Slaves envahirent les Balkans. Une guerre désastreuse avec la Perse éclata, qui dura de 602 à 628, épuisant tout ce que les Romains avaient encore. Cela a également considérablement affaibli la Perse, de sorte que peu de temps après, les Arabes auraient facilement conquis de vastes parties de l'Empire romain d'Orient. On peut donc dire que cette guerre, que Justinien avait commencée pour restaurer la gloire de Rome, avait en fait détruit tout ce qui restait du vieil empire romain d'Occident et avait peut-être même précipité la chute de l'empire romain en général. Maintenant, bien sûr, je l'admets, c'est injuste, car nous appliquons la rétrospective. Si l'événement climatique anormal du 536 ne s'était pas produit, et si la peste du 542 ne s'était pas produite, il est tout à fait possible que l'Empire romain aurait pu être restauré. Certainement, si Bélisaire avait reçu plus de soutien de la part de Justinien. Le royaume vandale a été conquis en 534, le royaume ostrogoth en 540, Bélisaire aurait pu réussir à reconquérir l'Hispanie des Wisigoths en 550 et peut-être même le royaume franc en 560. Mais dans notre chronologie, les famines qui ont suivi 536 ont bien eu lieu, et la peste qui a probablement tué plus de 10% de la population de l'Empire a bien eu lieu après 541, et donc nous pouvons dire que même si l'idée de Justinien de restaurer l'Empire romain pouvait être, de son point de vue, grandiose, la réalité est qu'elle s'est avérée être une très mauvaise idée. La gloire de Rome n'a pas été restaurée, mais elle a été détruite une fois pour toutes, ne réapparaissant jamais sous sa forme ancienne, mais seulement transformée 1000 ans plus tard, avec l'arrivée de la Renaissance. Ainsi, chers amis de l'histoire romaine tardive, c'est souvent l'ironie de l'histoire. Et si vous êtes intéressé par l'apparence de Rome juste avant les guerres gothiques, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit.
Mais si vous êtes plus intéressé par la guerre gothique elle-même, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gracias amici imperii romani, et portez-vous bien.